L'homme était étendu, immobile, au milieu de la route poussiéreuse. Du sang s'étendait lentement sous son costume coûteux. Les voitures lévitaient en faisant des écarts. Les passants jetaient un regard rapide, puis continuaient leur chemin. Laissez-le. Il est déjà mort. Mais un petit garçon, lui, ne bougea pas. Pieds nus, maigre, invisible aux yeux du monde, Ibrahima Hakkon s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Il s'agenouilla, tremblant, et posa son oreille contre la poitrine de l'homme. Silence. Puis, un battement faible, fragile. Ibrahima sursauta. Non, il est encore en vie. Et à cet instant précis, un enfant dont personne ne se souciait devint la seule raison pour laquelle un millionnaire allait respirer à nouveau. Avant de continuer, d'où regardes-tu cette histoire en ce moment? Et quelle heure est-il chez toi? Si tu crois qu'un simple acte de bonté peut changer une vie, n'oublie pas de t'abonner et de rester avec cette histoire. La ville d'Abidjan s'éveillait avant le lever du soleil. Lorsque les premiers rayons dorés s'étiraient sur les trottoirs fissurés, les rues étaient déjà en pleine effervescence. Les vendeurs disposaient des pyramides de fruits, les bus crachaient de la fumée dans l'air, les hommes criaient les prix, et les femmes portaient des paniers sur la tête avec une grâce naturelle. Et quelque part, entre le bruit, la poussière et ce mouvement incessant pour survivre, se déplaçait un garçon que personne ne remarquait. Ibrahima Hakkon avait appris depuis longtemps à exister sans être vu. Pieds nus, la plante durcie par des années passées à marcher sur le bitume brûlant, il se glissait silencieusement entre les voitures arrêtées au feu, portant une petite boîte en bois suspendue à son cou. À l'intérieur, des brosses usées, un chiffon, et une petite boîte de cirage, tout son gagne-pain. Cirage, patron, seulement 100 francs. La plupart des conducteurs ne le regardaient même pas. Certains le chassaient d'un geste agacé. D'autres remontaient leurs vitres comme s'ils portaient une maladie au lieu d'un espoir. Quelques-uns, très rares, jetaient des pièces sans croiser son regard, comme on nourrit un animal errant qu'on ne veut pas toucher. Ibrahima ne discutait jamais, ne suppliait jamais 2 fois. Il avait appris que la dignité, même dans la faim, était quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, sauf s'il la donnait lui-même. Mais la faim, elle, avait sa propre voix. Ce matin-là, elle lui griffait l'estomac alors qu'il se tenait près d'un carrefour animé, regardant une femme déballer du pain frais enveloppé dans un tissu. L'odeur se répandait dans l'air chaude, douce, impossible à ignorer. Sa main se resserra sur sa boîte. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Mais au lieu de s'approcher, il détourna le regard. La faim lui était familière. Le rejet, lui, faisait plus mal. À midi, le soleil brûlait au-dessus de la ville, pesant comme un fardeau. La sueur collait à sa peau, traçant des lignes dans la poussière sur ses bras. Ses gains du jour, quelques pièces seulement, reposaient dans sa poche. À peine de quoi s'acheter un repas bon marché. Il se dirigea vers le marché, où la foule était plus dense et les chances un peu meilleures. C'était là que les gens comme lui survivaient, à la lisière de l'abondance. Près d'une rangée de taxis stationnés, il aperçut un homme sortant d'une voiture noire impeccable. L'homme portait des chaussures brillantes, un costume bien taillé, une montre qui captait la lumière du soleil. Ibrahima s'approcha prudemment. « Monsieur, cirage de chaussures. » L'homme s'arrêta, regarda vers le bas non pas le visage d'Ibrahima, mais ses pieds nus. Un court silence. Puis il ricana doucement. « Tu penses vraiment que je laisserai quelqu'un comme toi toucher mes chaussures ?» Les mots n'étaient pas forts, mais ils blessèrent plus que des cris. Ibrahima baissa les yeux. « Désolé, monsieur. » Il recula avant que l'homme ne puisse en dire plus. Il avait appris autre chose aussi, partir avant que l'humiliation ne grandisse. L'homme s'éloigna, son rire se fondant dans le bruit de la rue. Ibrahima resta immobile un instant, puis reprit sa marche. Il n'avait pas le temps de s'attarder sur la douleur. La survie n'attend pas les sentiments. Il n'avait pas toujours vécu ainsi. Il y avait eu une époque floue désormais, comme un rêve où il avait un foyer. Petit, mais réel. Une mère qui chantait en cuisinant. Un père qui sentait l'huile de moteur et la joie. Puis la maladie avait emporté sa mère, doucement. Son père l'avait suivi quelques mois plus tard, ne laissant derrière lui que des dettes, et un enfant que personne ne voulait. Les proches étaient venus, non pas avec du réconfort, mais avec des questions. Qui va le nourrir? Qui va payer pour lui? Personne n'avait de réponse. Alors un jour, sans cérémonie,
Ibrahima cessa simplement d'appartenir à quelqu'un. Il dériva vers la rue, comme tant d'autres. Et la rue l'accepta de la seule manière qu'elle connaissait, en le durcissant. Cet après-midi-là, des nuages commencèrent à s'accumuler. Pas assez pour une pluie, mais suffisamment pour assombrir le soleil et changer l'atmosphère de la ville. L'air devint plus lourd, plus silencieux, d'une manière qui poussait les gens à se hâter, comme si quelque chose d'invisible approchait. Ibrahima s'assit près d'un mur brisé, comptant ses pièces. 250 francs. Pas assez pour un vrai repas, mais assez pour survivre un jour de plus. Il soupira, appuya sa tête en arrière et ferma brièvement les yeux. C'est alors qu'il entendit quelque chose. Une voix. Pas forte, pas claire, mais anormale. Un son étrange, brisé, qui ne correspondait pas au rythme de la ville. Ses yeux s'ouvrirent aussitôt. Il regarda autour de lui. Au début, rien d'inhabituel. Des voitures qui passent, des gens qui marchent, des vendeurs qui crient. Puis, un peu plus loin, un petit attroupement. Mais ce n'était pas une foule venue aider. Les gens restaient à distance, murmuraient, pointaient du doigt, sans s'approcher. La curiosité le poussa à se lever. Il s'approcha, se faufilant entre les adultes qui ne le remarquaient à peine. « Dégage, petit !» grogna quelqu'un. Il obéit, juste assez pour mieux voir. Et là, il le vit. Un homme allongé au sol. Immobile. Trop immobile. Son costume, autrefois élégant, était maintenant taché de poussière, et de quelque chose de plus sombre. Du sang. Le souffle d'Ibrahima se bloqua. Autour de lui, les voix murmuraient. Il est mort. Inutile d'appeler quelqu'un. Encore un riche qui a trop bu. Laissez-le. La police viendra. Mais personne ne bougeait. Personne ne s'agenouillait. Personne ne vérifiait. Parce qu'à cet instant, cet homme n'était plus une personne. Il était devenu un problème. Et les problèmes, on préfère les ignorer. Ibrahima resta figé, la poitrine serrée. Pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Un souvenir. Son père, allongé de la même manière. Des voisins à distance, murmurant, attendant, personne n'aidant, personne n'agissant, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ses doigts se refermèrent lentement en poing. Pas encore. Pas une deuxième fois. Il fit un pas en avant. Et, petit, ne le touche pas, cria quelqu'un. Mais Ibrahima ne s'arrêta pas. Quelque chose en lui refusait de laisser cette scène devenir une autre histoire de silence. Il franchit la dernière barrière de distance et se tint à côté de l'homme. De près, c'était pire. Le visage de l'homme était pâle sous sa peau sombre, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, son corps anormalement immobile. Un doute traversa Ibrahima. Et s'ils avaient raison? Et s'il était vraiment mort? Il avala difficilement sa salive. Ses mains tremblaient en s'agenouillant. Il n'avait jamais fait ça. Jamais vérifié si quelqu'un était en vie. Jamais été aussi proche de la mort. Mais quelque chose le guida. Lentement, prudemment, il se pencha et posa son oreille contre la poitrine de l'homme. Le monde autour de lui disparut. Plus de voix. Plus de circulation. Plus de peur. Juste le silence. Lourd. Infini. Puis, un son si faible qu'on aurait pu croire l'avoir imaginé. Mais ce n'était pas le cas. Un battement de cœur. Faible. Fragile. Mais réel. Les yeux d'Ibrahima s'ouvrirent brusquement. Son souffle se coupa. Il est vivant, cria-t-il en se tournant vers la foule. Mais la réaction ne fut pas celle qu'il attendait. Personne ne se précipita. Personne ne s'agenouilla à ses côtés. Au contraire, ils reculèrent, comme si la vie elle-même était devenue dangereuse. Alors appelle quelqu'un, dit un homme avec indifférence. Tu crois qu'on a le temps pour ça? Répondit un autre. L'hôpital s'en occupera. Et qui va l'y emmener? Silence. Ibrahima regarda les visages autour de lui, un à un. Il attendait. Il espérait. Il suppliait, sans dire un mot. Mais la réponse était déjà évidente. Personne n'allait aider. Parce qu'aider a un prix. Du temps. De l'argent. Du risque. Et pour eux, cet homme ne valait pas ce prix. Ibrahima se retourna lentement vers l'homme. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Il n'était qu'un enfant. Affamé. Seul. Avec à peine de quoi survivre. Que pouvait-il faire, lui? Pendant un bref instant,
Le poids de la réalité s'abattit sur lui. Tu peux t'en aller. Personne ne t'en voudra. Personne ne s'en souviendra même. Mais alors, ce faible battement de cœur résonna à nouveau dans ses oreilles. Toujours là. Toujours en train de lutter. Toujours accroché à la vie. Ibrahima serra les dents. Non, murmura-t-il. Pas cette fois. Avec précaution, maladroitement, il glissa ses petits bras sous les épaules de l'homme. Le corps était lourd. Trop lourd. Ses muscles se tendirent immédiatement, mais il ne s'arrêta pas. Centimètre par centimètre, il tira l'homme hors du milieu de la route, loin des voitures, vers le bord. Les gens regardaient. Certains secouaient la tête. D'autres riaient doucement. Mais personne ne s'avançait. Et pourtant, Ibrahima continuait de tirer. Parce que dans un monde qu'il avait un jour abandonné, il avait pris une décision. Il n'abandonnerait jamais quelqu'un d'autre. Même si cela devait le briser. Musa Diabaté avait déjà vu la mort approcher. Elle n'était pas arrivée bruyamment. Pas de coup de feu au début. Pas de cris. Pas de chaos. Juste, un dîner tranquille. Une longue table dressée dans une salle privée surplombant la lagune, où les lumières d'Abidjan scintillaient comme de l'or éparpillé sur l'eau. Un endroit où les accords se concluaient avec des sourires, et où les trahisons se cachaient derrière des vers impeccables. Musa était assis en bout de table. Détendu en apparence, mais imposant sans effort. À 52 ans, c'était un homme qui avait tout construit à partir de rien. Des camions, des ports, des contrats, une influence à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Son empire logistique faisait circuler les marchandises plus vite que les gouvernements ne pouvaient les suivre. Mais ce qui le rendait puissant, faisait aussi de lui une cible. En face de lui se trouvait un homme en qui il avait plus confiance que la plupart. Sédou Traoré. Plus jeune, regard perçant, toujours calme. Le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne parle, et quand il parle, tout le monde l'écoute. Pendant des années, Sédou avait été plus qu'un partenaire d'affaires. Il avait été comme un frère. Et c'était précisément pour cela que Musa ne vit rien venir. Tu as l'air fatigué, dit Sédou avec désinvolture, en faisant tourner son verre. Tu travailles trop. Musa esquissa un léger rire. Quand tu construis quelque chose à partir de rien, tu n'as pas le luxe de te reposer. Sédou sourit. Oui, mais parfois, la poussière a besoin de nouvelles mains. Les mots restèrent suspendus dans l'air, un peu trop longtemps. Musa inclina légèrement la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, répondit Sédou avec légèreté. Je pense juste à l'avenir. Il y avait quelque chose dans son ton. Quelque chose d'étrange. Mais à cet instant, le serveur arriva, posant les plats sur la table, brisant le silence avant qu'il ne devienne suspect. La conversation changea. Expansion des affaires, contrat à Accra, un nouveau port à Tema. Des sujets normaux. Sûrs. Familiers. Mais en dessous, quelque chose avait déjà changé. Tout commença avec le vin. Musa leva son verre et prit une gorgée. Le goût était légèrement amer. Pas mauvais, mais inhabituel. Il fronça les sourcils. Nouvelle bouteille. Sédou hocha la tête. Une réserve spéciale. Importée. Musa haussa les épaules. Cher ne veut pas toujours dire meilleur. Sédou sourit. Mais cette fois, son sourire n'atteignit pas ses yeux. Parfois, cela veut dire nécessaire, dit-il doucement. Musa ne répondit pas. Mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Pas une émotion. Quelque chose de physique. Une pression lente, qui s'installait. Il posa son verre. Ça va? Demanda Sédou. Musa inspira profondément. Oui, c'est juste. La phrase ne se termina jamais. Une violente vague de vertige le frappa. La pièce bascula. Les lumières se brouillèrent. Les voix devinrent étirées, déformées. Sa main s'agrippa au bord de la table. Qu'est-ce que tu as? Sédou se pencha en arrière sur sa chaise, observant. Calme. Patient. Presque soulagé. Je me demandais quand ça commencerait, dit-il doucement. Les yeux de Musa s'écarquillèrent. Pas de peur. De compréhension. Toi. Son corps le trahit. Ses muscles s'affaiblirent. Sa respiration se raccourcit. La force qu'il avait portée pendant des décennies s'évaporait en quelques secondes. Pourquoi? Murmura-t-il. Sédou soupira. Pas avec colère. Pas avec fierté.
Juste, fatigué. Parce que tu as construit quelque chose de trop grand. Et tu n'as jamais compris que tu n'étais pas le seul à le vouloir. Musa tenta de se lever. Ses jambes cédèrent. La chaise racla bruyamment le sol alors qu'il s'effondrait à moitié, se rattrapant à la table. Cette entreprise, Altateil, n'a jamais été à toi. Le visage de Sédou se durcit légèrement. Non, répondit-il. Elle a toujours été à toi. Un silence. Et c'était bien le problème. Le monde se rétrécit. La vision de Musa s'assombrit sur les bords. Son cœur battait de manière irrégulière. Il le sentait maintenant. Le poison. Se propageant dans son corps comme du feu sous sa peau. Tu aurais pu demander. Murmura-t-il. Je t'aurais tout donné. Sédou secoua lentement la tête. C'est ça, le problème avec les hommes comme toi. Vous donnez, mais vous ne lâchez jamais. Les doigts de Musa tremblaient. Il tendit la main, vers rien. Vers tout ce qui lui échappait. Tu fais une erreur. Sédou se leva, ajusta sa veste. Non, dit-il calmement. Je corrige une erreur. Il se tourna vers la porte, puis s'arrêta une seconde. Tu aurais dû te reposer, Musa. Puis il sortit, laissant derrière lui le silence. Le reste n'était qu'un chaos de fragments. Des mains qui le soulevaient. Des voix qui criaient. L'air froid de la nuit frappant son visage. Puis, plus rien. Jusqu'à ce que la douleur le ramène. Pas complètement. Pas clairement. Mais assez. Musa ouvrit légèrement les yeux. Obscurité. Mouvement. Le bruit d'un moteur. Il était dans un véhicule. Son corps étendu sur la banquette arrière, lourd, inerte. Deux voix à l'avant. Tu es sûr qu'il est mort. Il ne respire presque plus. Parfait. Ça simplifie les choses. Un silence. Puis un rire. Bas. Détaché. Comme s'il parlait de quelque chose sans importance. Musa tenta de bouger. Ses doigts frémirent. C'était tout. On le dépose où? N'importe où. Ça n'a pas d'importance. Silence. Fais en sorte que ça ressemble à un accident. La voiture s'arrêta. Les portières s'ouvrirent. Des mains le saisirent. Brutale. Indifférente. Sa tête bascula sur le côté. Sa vision captait des images floues de la rue. Des lumières faibles. Des ombres. Un monde qui continuait, sans lui. Il voulait crier. Se battre. Vivre. Mais son corps refusait. Il était prisonnier de lui-même. Conscient, mais impuissant. Puis le sol. Dur. Sans pitié. Ils le laissèrent tomber comme rien. C'est bon. On y va. Des pas. Des portières. Le moteur qui redémarre. Et en un instant, ils avaient disparu. Musa resta là. Seul. L'air frais de la nuit sur sa peau. Son cœur faible. Faiblissant. Chaque respiration plus courte que la précédente. Il avait bâti un empire. Dirigé des salles. Changé des vies. Et maintenant, il ne pouvait même plus lever la main. Le temps s'étira. Secondes? Minutes? Impossible à dire. Le monde se brouilla à nouveau. Des voix passaient. Lointaines. Indifférentes. Il y a quelqu'un. Laisse-le. Il est mort. Mort. Le mot résonna, se posant sur lui comme une sentence finale. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que c'était la fin. Pas avec du pouvoir. Pas avec dignité. Mais oublié, au bord d'une route. Sa vision s'assombrit davantage. L'obscurité se refermait. Son cœur ralentissait. Encore. Encore. Jusqu'à presque s'arrêter. Et juste au moment où tout allait disparaître complètement. Un son. Doux. Proche. Différent. Pas le bruit des passants. Pas l'indifférence. Autre chose. Quelque chose de bienveillant. Une présence. Petite. Vivante. Proche. Puis un contact. Léger. Prudent. Sans peur. Et pour la première fois depuis qu'il avait été abandonné, Musa ressentit quelque chose qu'il ne pensait plus jamais ressentir. De l'espoir. Faible. Fragile. Mais réel. Parce que quelque part au-dessus de lui, un garçon qui n'avait rien, avait choisi de ne pas partir. L'homme était plus lourd que ce qu'Ibrahima avait imaginé.
Pas seulement lourd comme un sac de riz ou un tas de ferraille. Mais lourd d'une manière qui faisait trembler ses bras et couper son souffle en quelques secondes. Un homme adulte, vêtu de tissu coûteux, maintenant imbibé de poussière et de sang, bien trop lourd pour un garçon des rues maigres. Mais Ibrahima ne s'arrêta pas. Il ajusta sa prise, glissant à nouveau ses petits bras sous les épaules de l'homme. Ses talons nus s'enfonçaient dans la terre tandis qu'il tirait. « Allez, allez !» murmura-t-il, sans savoir si l'homme pouvait l'entendre. La route bourdonnait de vie autour d'eux. Les voitures passaient. Les motos se faufilaient. Les gens regardaient. Certains curieux. D'autres amusés. Mais personne ne s'approchait. Une femme secoua la tête en passant. « Laisse-le, mon enfant. Tu vas seulement t'attirer des problèmes. » Ibrahima ne répondit pas. Il avait déjà entendu ces mots trop de fois dans sa vie. « Laisse tomber. Laisse-le. Laisse-toi. » C'était comme ça que les gens survivaient. Mais ce n'était pas comme ça qu'on vivait. Il tira encore, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que le corps de l'homme ne soit plus au milieu de la route, mais traîné sur le côté, à moitié contre un trottoir brisé, à moitié sur la terre poussiéreuse. Ibrahima s'effondra à genoux à côté de lui, haletant. Ses bras brûlaient. Sa poitrine était serrée. Mais l'homme n'était plus en danger d'être écrasé. C'était déjà ses appoints et elle essuya la sueur de son front avec le dos de la main, puis se pencha à nouveau, observant le visage de l'homme. Toujours pâle. Toujours immobile. Il se rapprocha encore et posa doucement son oreille contre sa poitrine. Le battement était là. Faible. Lent. Mais toujours présent. Vivant. Ibrahima avala difficilement sa salive. « Ne t'arrête pas, » murmura-t-il, comme si l'homme pouvait l'entendre. « S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Mais un autre problème surgit immédiatement. Et maintenant, le sortir de la route, c'était une chose. Le garder en vie, c'en était une autre. Ibrahima leva les yeux autour de lui. « Aidez-moi. Quelqu'un, aidez-moi. » cria-t-il, la voix brisée. Quelques têtes se tournèrent. Mais personne ne s'approcha. Un homme près de là haussa les épaules. « Amène-le à l'hôpital. »« Comment ?» demanda Ibrahima, désespéré. « Je ne peux pas le porter. » L'homme leva les mains. « Pas mon problème. » Et il s'éloigna. Comme ça. Ibrahima le regarda partir un instant, quelque chose se serrant douloureusement dans sa poitrine. Puis il se tourna à nouveau vers l'homme. Parce que la colère ne sauve pas des vies. L'action, si. Il balaya la rue du regard, cherchant n'importe quoi, absolument n'importe quoi qui pourrait aider. Et là, il le vit. De l'autre côté de la route, appuyé contre un poteau rouillé, se trouvait une vieille charrette en bois. Le genre utilisé par les vendeurs ambulants. Une roue légèrement tordue. Le bois fissuré par endroits. Mais utilisable. Ibrahima se mit à courir. Il se faufila entre les voitures, ignorant les klaxons, ignorant les insultes. « Tu es fou, petit ?» Il atteignit la charrette et attrapa la poignée. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, mais moins que l'homme. C'était suffisant. Il la tira à travers la route, luttant, mais déterminé. Quand il revint près de l'homme, il s'arrêta. Cette partie serait plus difficile. Il devait le soulever. Son cœur battait fort. Il plaça la charrette aussi près que possible, puis s'agenouilla à nouveau, glissant ses bras sous le corps de l'homme. 1, 2. Il tira. Rien. Le corps bougea à peine. Ibrahima serra les dents. 1, 2. Cette fois, l'homme bougea légèrement. Pas assez. Mais quelque chose. Allez, murmura-t-il. Il ajusta sa prise, utilisant son épaule, son dos, tout ce qu'il avait. 1, 2, 3. Avec un cri d'effort, il réussit à soulever l'homme juste assez pour le faire basculer à moitié sur la charrette. Le reste suivit dans un mouvement maladroit, désespéré. Le bras de l'homme pendait sur le côté. Sa tête était mal positionnée. Mais il était dessus. Ibrahima recula en titubant, respirant lourdement, tout son corps tremblant. Pendant un instant, il resta là. Puis il attrapa la poignée. Et commença à pousser. La charrette grinçait sur le sol irrégulier. Chaque secousse faisait bouger le corps de l'homme. Et à chaque fois, Ibrahima grimaçait. « Désolé, désolé », répétait-il sans cesse. La rue ne ralentissait pas pour lui. Personne ne lui ouvrait le passage.
Il devait se faufiler, pousser, tirer, se débrouiller au milieu d'une foule qui ne reconnaissait même pas son existence. Dégage! Fais attention, idiot! Les insultes se perdaient dans le bruit. Une seule chose comptait, avancer. L'hôpital le plus proche était trop loin. Ibrahima le savait. Et même s'il y arrivait, il demanderait de l'argent. De l'argent qu'il n'avait pas. Alors il se dirigea vers le seul endroit auquel il pouvait penser. Une petite clinique près du marché. Pas propre. Pas moderne. Mais réelle. Et parfois, prête à aider. Le trajet sembla interminable. Ses bras lui faisaient mal. Ses jambes brûlaient. La sueur coulait dans ses yeux, brouillant sa vision. Plus d'une fois, la charrette faillit basculer. Plus d'une fois, il faillit abandonner. Mais à chaque fois, il entendait ce battement. Faible. Persistant. Toujours là. Alors il continuait. Quand il atteignit enfin la clinique, le ciel commençait à s'assombrir. L'air était lourd. Comme si la ville elle-même retenait son souffle. Le bâtiment était petit, usé. La peinture s'écaillait. L'enseigne était à peine lisible. Mais c'était ouvert. Et c'était suffisant. Ibrahima poussa la charrette à l'intérieur sans hésiter. « À l'aide » cria-t-il. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Une infirmière leva les yeux derrière son bureau, surprise. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'homme. Que s'est-il passé? Il est vivant, dit Ibrahima rapidement. S'il vous plaît, vous devez l'aider. L'infirmière se précipita. Docteur! Docteur! Quelques instants plus tard, une femme sortit d'une pièce à l'arrière. Le docteur Aïcha Kelibali. Son regard était vif. Concentré. Elle évalua la situation en quelques secondes. Depuis combien de temps est-il comme ça? Je ne sais pas, balbutia Ibrahima. Je l'ai trouvé sur la route. Le docteur Aïcha prit son pouls. Son expression changea légèrement. Il est dans un état critique. Il faut l'emmener immédiatement. Un soulagement envahit Ibrahima. Ils allaient l'aider. Ils allaient vraiment l'aider. Pour la première fois depuis le début, l'espoir semblait réel. Mais alors, tu as de l'argent? Demanda le docteur. La question le frappa comme un mur. Ibrahima se figea. Sa main glissa lentement dans sa poche. Il en sortit les quelques pièces qu'il avait. Tout ce qu'il avait gagné. Tout ce qu'il possédait. Il les tendit. Les pièces tintèrent doucement dans sa main tremblante. C'est tout ce que j'ai. Le docteur Aïcha regarda les pièces. Puis le garçon. Puis l'homme. Un silence s'installa. Pas froid. Pas cruel. Mais lourd. Parce que ce n'était pas seulement une décision médicale. C'était une décision humaine. La voix d'Ibrahima se brisa. S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. Des mots simples. Mais qui portaient tout. La faim. La solitude. Les souvenirs. La douleur. Et quelque chose de plus fort que tout ça. L'espoir. Le docteur Aïcha expira lentement. Puis se tourna vers l'infirmière. Apportez le brancard. L'infirmière hésita. Docteur, et pour. J'ai dit, apportez le brancard. Sa voix était ferme. Décisive. L'infirmière s'exécuta. Les genoux d'Ibrahima faillirent céder sous le soulagement. Ils allaient l'aider. Ils l'aidaient vraiment. Alors que le personnel s'activait pour transporter l'homme à l'intérieur, Ibrahima recula et observa. Sa poitrine se soulevait rapidement. Son corps était épuisé. Ses mains tremblaient encore. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'un enfant comme lui n'aurait jamais dû pouvoir faire. Et pourtant, il resta. Parce que quelque chose lui disait que ce n'était pas la fin. Ni pour cet homme. Ni pour lui. L'intérieur de la clinique sentait l'antiseptique et la fatigue. Ce n'était pas un endroit qui promettait des miracles. Seulement des efforts. Les murs étaient défraîchis. Les lumières vacillaient légèrement. Le matériel semblait plus ancien qu'il ne devrait l'être. Mais les mains bougeaient vite. Les voix étaient précises. L'urgence remplissait l'air. Pour la première fois depuis qu'il avait tiré l'homme hors de la rue, Ibrahima se permit de respirer. Il l'avait pris en charge. Rien que ça, ressemblait à une victoire. Depuis l'entrée, il regardait le docteur Aïcha Kelibali et son infirmière transférer l'homme de la charrette vers un lit métallique étroit. Sous la lumière vive,
l'homme semblait encore plus fragile. Sa peau pâle. Sa respiration irrégulière. Pouls faible, dit l'infirmière. Préparez les perfusions, répondit rapidement le docteur. Et stabilisez sa respiration. Ses gestes étaient précis. Efficaces. Sans panique. Juste du contrôle. Ibrahima s'accrocha à ça. Le contrôle, c'était l'espoir. Les minutes passèrent. Ou peut-être plus. Le temps, dans cette clinique, semblait différent. Étendu. Incertain. Ibrahima resta là. Trop effrayé pour s'approcher. Trop inquiet pour partir. Ses mains tremblaient encore légèrement. Plus de peur maintenant. De fatigue. L'adrénaline qu'il avait portée s'était dissipée, ne laissant que le poids de tout ce qu'il venait de faire. Il regarda sa paume vide. Les pièces n'étaient plus là. Toutes. Pas une seule pièce ne lui restait. Une pensée étrange lui traversa l'esprit. Ce soir, il ne mangerait pas. Il avala sa salive. Ce n'était pas important. Pas maintenant. Un bruit aigu brisa ses pensées. Un appareil qui bipait de manière irrégulière. La tête d'Ibrahima se redressa brusquement. Dans la salle de soins, l'infirmière ajustait quelque chose en urgence. « Docteur, sa tension chute. » Le docteur Aïcha se pencha sur l'homme, le visage soudain tendu. « Reste avec moi » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le patient. Elle vérifia ses yeux, sa respiration, son pouls. Encore. Puis elle murmura. Son organisme réagit, ce n'est pas seulement un traumatisme. Ses yeux se plissèrent. Poison. Le mot ne sortit pas de ses lèvres, mais il était là. Lourd. Réel. Ibrahima ne comprenait pas tout. Mais il comprenait une chose. L'homme n'était pas encore en sécurité. Même ici. Il fit un pas en avant. « Est-ce qu'il va mourir ?» demanda-t-il doucement. Le docteur Aïcha ne répondit pas immédiatement. Parce qu'elle n'avait pas de réponse. Elle continua simplement de travailler. « Donne-moi l'injection. » L'infirmière la lui passa rapidement. Le docteur Aïcha l'administra d'une main sûre. « Allez !» murmura-t-elle. La machine continuait son rythme irrégulier. Bip, pause, bip, longue pause. La poitrine d'Ibrahima se serrait à chaque silence. Chaque seconde semblait être la dernière. Dehors, la vie continuait. Les voitures passaient. Les gens riaient. Le monde avançait. À l'intérieur de la clinique, tout était suspendu. Puis, le rythme changea. Pas fort. Pas stable. Mais meilleur. Les pauses se raccourcirent. Les bips devinrent plus réguliers. La poitrine de l'homme se souleva un peu plus profondément. Le docteur Aïcha expira. Il se stabilise, pour l'instant. Un soulagement traversa la pièce. Petit. Prudent. Mais réel. Ibrahima ne réalisa pas qu'il retenait sa respiration, jusqu'à ce qu'elle s'échappe dans un souffle tremblant. Il s'appuya contre le mur. Ses jambes devinrent faibles. « Il est vivant ?» demanda-t-il. Le docteur Aïcha le regarda enfin. « Oui, dit-elle. Grâce à toi. » Les mots étaient doux, mais lourds de sens. Ibrahima baissa les yeux. Il ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait fatigué, affamé et perdu. Mais ce moment ne dura pas. La réalité revint vite. Le docteur Aïcha se redressa. Il a besoin de plus que ça. Des examens, des médicaments, du temps. Sa voix devint plus pratique, plus mesurée. Et tout ça coûte de l'argent. Les mots restèrent suspendus dans l'air. La poitrine d'Ibrahima se serra à nouveau. « Je vous ai donné tout ce que j'avais, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit-elle avec douceur. « Mais ce ne sera pas suffisant. » Un silence suivit. Pas cruel. Juste, honnête. L'infirmière regarda le garçon, puis le docteur. « Docteur, on ne peut pas continuer comme ça, passant. »« Je sais, » coupa le docteur Aïcha. Ses yeux restaient fixés sur l'homme. Puis lentement, ils se tournèrent vers Ibrahima. Vers ce garçon maigre, couvert de poussière, mais dont les yeux brûlaient encore de détermination. Quelque chose dans son expression s'adoucit. « Tu devrais rentrer chez toi. » Ibrahima secoua la tête immédiatement. « Je n'en ai pas. » Les mots étaient simples. Mais ils changèrent l'atmosphère de la pièce.
L'infirmière détourna le regard. La mâchoire du docteur Aïcha se crispa légèrement. « Alors, repose-toi, dit-elle. « Je ne pars pas, répondit Ibrahima. Il n'y avait pas de défi dans sa voix. Juste, une certitude. Le docteur Aïcha le regarda un instant. Puis hocha la tête. Reste, mais ne gêne pas. C'était une permission. Et pour Ibrahima, cela signifiait tout. La nuit tomba lentement sur la ville. À l'intérieur de la clinique, les lumières bourdonnaient doucement. L'agitation du jour laissa place à un rythme plus calme. Des patients entraient et sortaient. Mais l'homme sur le lit restait. Silencieux. Suspendu entre la vie et autre chose. Ibrahima était assis par terre, près de la porte. Il n'avait presque pas bougé. Presque pas parlé. Il regardait. Il attendait. Son estomac se tordait maintenant. La faim était revenue. Plus forte. Mais il l'ignorait. Parce que quelque chose de plus important le retenait là. À un moment, l'infirmière s'approcha de lui. Elle s'accroupit et lui tendit un petit morceau de pain. « Mange !» Ibrahima hésita. Puis le prit. « Merci. » Il mangea lentement. Avec précaution. Comme si chaque bouchée devait durer. De l'autre côté de la pièce, le docteur Aïcha ajustait une perfusion. Son regard se posait parfois sur le garçon. Observant. Réfléchissant. Il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Pas seulement ce qu'il avait fait, mais la façon dont il était resté. La plupart des gens aident, puis partent. Lui n'avait rien. Et pourtant, il restait. Les heures passèrent. La clinique devint plus silencieuse. Laissons s'adoucir. Le monde extérieur s'éteignit complètement. Puis, un mouvement. Petit. Presque invisible. Mais réel. Ibrahima le vit en premier. Les doigts de l'homme. Ils bougèrent légèrement. Mais suffisamment. Il se leva d'un bond. « Docteur !» Le docteur Aïcha se tourna. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a bougé. Elle se précipita vers le lit. Son regard se fixa intensément. Et elle le vit aussi. Un léger mouvement. Un signe. Une réponse. Son cœur se souleva légèrement. « Il se bat ?» dit-elle doucement. Ibrahima s'approcha maintenant. Avec précaution. Comme s'il avait peur de briser l'instant. Le visage de l'homme restait immobile. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose en lui résistait. La vie s'accrochait. La voix d'Ibrahima était à peine un souffle. « Tu n'es pas seul. » Des mots simples. Mais venus de loin. D'un endroit qui connaissait l'abandon. Et ce que ça signifie, d'être retrouvé. L'homme ne répondit pas. Pas encore. Mais son corps, lui, répondit. Dans le plus petit des signes. Le plus discret. Il était toujours là. Et dans cette petite pièce fragile. Deux vies. L'une puissante. L'autre oubliée. Venaient de se lier par quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait encore. Mais bientôt, tout allait changer. La nuit s'étira dans la clinique. Dehors, Abidjan s'abandonnait lentement à l'obscurité. Les lampadaires s'allumaient. Une musique lointaine montait des quartiers. La ville respirait, plus doucement. Mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu entre deux états fragiles. La survie et la perte. Musa Diabaté se trouvait entre les deux. Le docteur Aïcha Kelibali n'avait pas quitté son chevet. Même quand la clinique se vida. Même quand l'infirmière s'assoupit brièvement sur une chaise. Elle restait vigilante. Observant chaque respiration. Chaque variation sur le moniteur. Chaque détail qui pouvait signaler un danger. Quelque chose dans ce cas la troublait. Pas seulement la gravité. Mais le schéma. Les symptômes ne correspondaient pas à un simple accident. Le ralentissement du cœur. L'instabilité. Les réactions en vague. Poison. Elle en était presque certaine maintenant. Ce qui signifiait que ce n'était pas seulement une urgence médicale. C'était quelque chose de plus sombre. De l'autre côté de la pièce, Ibrahima était assis, le dos contre le mur. Les genoux repliés contre sa poitrine. Le sommeil tentait de l'emporter. Ses yeux se fermaient. Son corps lui faisait mal. Mais chaque fois que sa tête tombait, il se forçait à rester éveillé. Il ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas alors que l'homme avait encore besoin de lui. Vers minuit,
Le silence devint plus profond. Même les bruits lointains de la ville disparurent. La clinique semblait plus petite. Comme si le monde s'était réduit à 3 personnes. Un docteur, un garçon, et un homme qui refusait de disparaître. Puis soudain, un changement. Le moniteur s'affola. Bip bip, bip. Le docteur Aïcha releva la tête immédiatement. Son rythme cardiaque chute. L'infirmière se réveilla en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Apporte le kit d'urgence, vite. Le calme éclata. Ibrahima se leva brusquement, le cœur battant. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il, paniqué. Mais personne ne répondit. Il n'y avait pas le temps. Le docteur Aïcha agissait déjà. Ses mains restaient stables malgré l'urgence. Allez, reste avec moi, murmura-t-elle en ajustant la perfusion. La poitrine de l'homme se soulevait difficilement. Sa respiration était faible. Son corps luttait. Le poison, quel qu'il soit, était encore là. Toujours en train de se battre contre lui. Ibrahima s'approcha. Les yeux grands ouverts. Non, non, murmura-t-il. Pas après tout ça. Pas après tout ce chemin. Pas maintenant. L'infirmière revint avec le kit. Voilà. Le docteur Aïcha le prit immédiatement. Il faut neutraliser le poison, dit-elle. Si on est trop tard. Elle ne termina pas. Elle n'en avait pas besoin. La poitrine d'Ibrahima se serra douloureusement. Son esprit s'emballa. Il devait bien y avoir quelque chose qu'il pouvait faire. Quelque chose. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder. Attendre. Impuissant. Docteur, s'il vous plaît, dit-il, la voix brisée. Le docteur Aïcha ne le regarda pas. Mais elle l'entendit. Et quelque chose dans cette voix brute, désespérée, humaine la poussa à agir encore plus vite. Elle prépara l'injection. Sans hésitation. Sans doute. Juste de l'action. Tiens bon, murmura-t-elle en l'administrant. Les secondes passèrent. Trop lentement. Trop lourdement. Le moniteur continuait son rythme instable. Bip, pause, bip, longue pause. Ibrahima serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. Ne meurs pas, murmura-t-il. S'il te plaît, ne meurs pas. Puis, un changement. Petit, mais réel. Les pauses se raccourcirent. Le rythme se stabilisa légèrement. La poitrine de l'homme se souleva plus profondément. La vie, toujours là. Le docteur Aïcha expira lentement. Il réagit. La tension dans la pièce diminua légèrement. Pas en sécurité. Pas encore. Mais pas perdu. Les jambes d'Ibrahima cédèrent un peu. Il tomba à genoux. Le soulagement l'envahit si brusquement que ça en faisait mal. Il baissa la tête, respirant fort. Il est encore là, murmura-t-il. Mais le visage du docteur Aïcha resta sérieux. Ce ne sera pas la dernière crise, dit-elle doucement. L'infirmière la regarda. Vous voulez dire que le poison est encore dans son corps? Oui, et nous n'avons pas les moyens de le traiter complètement ici. Le silence retomba. Parce qu'elles savaient toutes les deux ce que cela signifiait. Sans soins adaptés. Il pourrait ne pas survivre à la prochaine crise. Ibrahima leva les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Le docteur Aïcha hésita. Parce que la réponse était simple. Et impossible. Il a besoin d'un vrai hôpital. Avec du matériel. Des spécialistes. Tout ce que nous n'avons pas ici. Mais cela avait un prix. Un prix bien au-delà de tout ce qu'Ibrahima pouvait imaginer. Je ne peux pas payer, dit-il doucement. Les mots étaient lourds. Définitifs. Je sais, répondit-elle. Le silence revint. Pas tendu. Juste, réel. Puis Ibrahima se leva lentement. Fatigué. Mais déterminé. Et si? Commença-t-il. Il s'arrêta. Puis reprit. Et si je trouve l'argent? L'infirmière le regarda, incrédule. Comment? Tu es juste un enfant. Ibrahima ne répondit pas tout de suite. Parce qu'en vérité, il ne savait pas. Mais ça ne l'avait jamais arrêté. Je vais trouver un moyen, dit-il simplement. Le docteur Aïcha le regarda attentivement. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de l'espoir. Pas de l'optimisme. Quelque chose de plus fort. De la détermination. Tu ne sais même pas qui il est,
dit-elle. Ibrahima regarda l'homme. Puis releva les yeux. C'est quelqu'un qui est en vie. Ça suffit. Les mots restèrent suspendus. Lourds. Puissants. Indéniables. Le docteur Aïcha expira lentement. Puis hocha la tête. D'accord. On va le maintenir en vie, aussi longtemps que possible. Ce n'était pas une promesse. Mais c'était quelque chose. Ibrahima se tourna vers l'homme. Il s'approcha doucement. En silence. Pendant un instant, il resta là. À le regarder. Vraiment le regarder. Pas comme un étranger. Pas comme un fardeau. Mais comme une vie. Puis il murmura. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser faire. L'homme ne répondit pas. Pas encore. Mais sa poitrine se soulevait. Encore. Et encore. Toujours en train de se battre. Et pour la première fois depuis la route, Ibrahima ne réagissait plus seulement. Il choisissait. Choisir de se battre. Choisir de rester. Choisir de croire que même quelqu'un comme lui pouvait changer ce qui allait arriver. Dehors, la nuit s'approfondissait. La ville dormait. Ignorant que dans une petite clinique oubliée, un garçon sans rien venait de prendre une décision qui allait tout changer. Le matin arriva doucement. Sans bruit. Sans urgence. Une lumière pâle passa à travers les fenêtres fissurées de la clinique et se posa lentement sur le sol. Elle éclaira les murs usés. Le lit métallique. Le corps immobile de l'homme qui refusait de mourir. Et enfin, le garçon qui refusait de partir. Ibrahima n'avait pas vraiment dormi. Ses yeux se fermaient quelques secondes. Puis il se réveillait brusquement. Comme si quelque chose en lui refusait de lâcher prise. Parce que dans cette pièce, une vie dépendait encore de lui. La clinique reprit vie. L'infirmière revint avec du matériel. Quelques patients arrivèrent. Des femmes avec des enfants. Un vieil homme qui toussait. Un jeune blessé. La vie continuait. Mais dans un coin de la pièce, le temps semblait différent. Musa Diabaté était toujours allongé. Sa respiration était plus stable que la veille. Mais ses yeux restaient fermés. Pris entre deux mondes. Le docteur Aïcha vérifia ses constantes. Il tient, pour l'instant. L'infirmière hocha la tête. Pour l'instant. C'était devenu leur réalité. Pas sauvé. Pas stable. Juste, pas mort. Ibrahima se tenait près de lui. Sans vraiment s'en rendre compte, il s'était rapproché au fil de la nuit. Comme si la distance entre eux avait disparu. Est-ce qu'il va se réveiller? Le docteur Aïcha le regarda. Je ne sais pas. Mais il est plus fort qu'avant. Ça suffisait à Ibrahima. La force? C'était une possibilité. Il s'approcha encore. Avec précaution. Le visage de l'homme semblait différent à la lumière du jour. Moins fantomatique. Plus humain. Ibrahima l'observa. Les traits de son visage. La barbe légère. Le tissu coûteux de son costume, froissé et taché. Cet homme n'était pas pauvre. Pas quelqu'un de la rue. Et pourtant, il était là. Impuissant. Comme tout le monde. Ibrahima tendit la main. Hésita. Puis la posa doucement sur son bras. Chaud. Vivant. Tu dois te réveiller. Murmura-t-il. Je ne peux pas faire ça tout seul. Aucune réponse. Mais les mots restèrent. Les heures passèrent. Le soleil monta. La chaleur revint. La clinique reprit son rythme habituel. Mais Ibrahima ne voyait rien de tout ça. Son monde s'était réduit à un seul lit. Un seul homme. Un seul combat. Vers midi, le docteur Aïcha s'approcha. Tu dois manger. Ça va. Non, ça ne va pas. Elle lui tendit une petite assiette. Du riz. Un peu de sauce. Pas grand-chose. Mais plus qu'il n'avait mangé depuis des jours. Il hésita. Puis prit l'assiette. Merci. Il mangea lentement. Sans quitter l'homme des yeux. Comme si quelque chose pouvait arriver dès qu'il détournerait le regard. Pourquoi tu es encore là? Demanda le docteur Aïcha. La question n'était pas un reproche. Juste, une curiosité. Ibrahima avala. Je ne sais pas. Puis après un silence. Si. Je sais. Il regarda l'homme. Parce que personne n'est resté pour mon père. Le silence s'installa. Lourd. Plein de sens. Le docteur Aïcha ne répondit pas tout de suite.
parce qu'il n'y avait rien de simple à dire. Puis elle hocha doucement la tête. Elle comprenait. Tu es différent, dit-elle. Ibrahima secoua la tête. Non. Je me souviens juste. L'après-midi s'étira. La chaleur devint plus lourde. Le temps ralentit. Puis, un son. Léger. Presque imperceptible. Mais différent. Ibrahima se figea. Sa tête se tourna brusquement vers le lit. Vous avez entendu? Murmura-t-il. Le docteur Aïcha leva les yeux. Quoi? Et là, encore. Un léger mouvement. Une respiration différente. Pas automatique. Pas lointaine. Plus proche. Ibrahima fit un pas en avant, rapidement. Monsieur? Sa voix tremblait légèrement. Les doigts de l'homme bougèrent. À peine. Un frémissement. Mais intentionnel. Le docteur Aïcha fut immédiatement à son chevet. Monsieur, vous m'entendez? Elle se pencha, attentive. Les paupières de l'homme frémirent. Une fois. 2 fois. Puis, lentement, elles s'ouvrirent. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Son regard était flou. Troublé. Confus. Il cligna lentement des yeux, comme si la lumière lui faisait mal. Son regard bougea légèrement. Essayant de comprendre. De revenir. Puis il le vit. Un petit garçon. Debout à côté de lui. Qui le regardait. Qui attendait. Le souffle d'Ibrahima se coupa. Vous êtes réveillé? Murmura-t-il. Les lèvres de l'homme bougèrent. Mais aucun son ne sortit. Sa gorge sèche. Son corps faible. Le docteur Aïcha s'approcha. N'essayez pas de parler, dit-elle doucement. Vous êtes en sécurité. En sécurité. Le mot semblait étranger. Lourd. L'homme cligna encore des yeux. Son regard parcourut lentement la pièce. Les murs. La lumière. Le docteur. Puis revint vers le garçon. Quelque chose changea dans son expression. Pas de reconnaissance. Pas encore. Mais quelque chose de plus profond. D'instinctif. De la confiance. Ibrahima s'approcha doucement. Ça va, dit-il. Je ne vous ai pas laissé mourir. Des mots simples. Mais vrais. Les yeux de l'homme s'adoucirent légèrement. Ses lèvres s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, un murmure. À peine audible. Pourquoi? La question resta suspendue dans l'air. Fragile. Sincère. Ibrahima cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ça. Pourquoi? Pourquoi aider? Pourquoi rester? Pourquoi se soucier? Il réfléchit un instant. Puis haussa légèrement les épaules. Je ne sais pas. Puis ajouta. Parce que vous étiez en vie. L'homme le regarda plus longtemps cette fois. Comme s'il essayait de comprendre quelque chose au-delà des mots. Puis ses yeux se refermèrent lentement. Pas inconscient. Juste, en train de se reposer. Le docteur Aïcha expira doucement. C'est bon signe, dit-elle. Il revient. Ibrahima sourit. Un petit sourire. Mais sincère. Pour la première fois depuis le début, l'homme ne faisait plus que survivre. Il revenait. Et d'une certaine manière, dans un monde qui les avait ignorés tous les deux. Leur vie s'était trouvée. Pas par hasard. Mais par choix. Ibrahima s'assit près du lit. Plus proche qu'avant. Plus comme un inconnu. Pas comme un passant. Mais comme quelqu'un qui avait sa place là. Et même s'il ne le comprenait pas encore totalement. Ce n'était plus seulement un sauvetage. C'était le début de quelque chose. Quelque chose qu'aucun des deux n'avait jamais eu. Quelqu'un qui reste. La nouvelle se répandit plus vite que la vérité. À midi, l'histoire avait déjà pris forme dans les cercles d'affaires d'Abidjan. Musa Diabaté était mort. Aucune annonce officielle. Aucun corps confirmé. Aucune déclaration publique. Mais dans le monde du pouvoir, le silence parle souvent plus fort que les faits. Et Sadou Traoré le savait mieux que quiconque. Dans les bureaux vitrés du siège de Diabaté Logistique, l'atmosphère avait changé du jour au lendemain. Les cadres, autrefois sur deux, murmuraient désormais dans les coins. Les assistants se déplaçaient plus vite. Les regards baissaient. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Mais personne n'avait de vraies réponses. Seulement des suppositions. Et au centre de tout ça, Sadou était assis dans le fauteuil de Musa. Pas avec hésitation.
Pas temporairement. Mais comme s'il y avait toujours eu sa place. Il ajusta calmement ses boutons de manchette tandis que 2 cadres supérieurs se tenaient devant lui. Nous avons besoin de confirmation, dit l'un d'eux. Le conseil d'administration pose des questions. Sadu se pencha légèrement en arrière. Et que demande-t-il exactement? Si Musa est réellement mort. Sadu termina la phrase à sa place. L'homme hésita. Oui. Sadu joignit les mains. Puis esquissa un léger sourire. Laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce que quelqu'un l'a vu pour la dernière fois? Les 2 hommes échangèrent un regard. Hier soir. Après le dîner. Et depuis? Rien. Sadu hocha lentement la tête. Alors nous devons faire face à la réalité. Pas à l'espoir. Des mots soigneusement choisis. Pas un mensonge. Mais pas la vérité non plus. Pas encore. L'entreprise ne peut pas rester sans direction, poursuivit-il. Il se leva. Se dirigea vers la fenêtre. Regarda la ville que Musa avait aidé à bâtir. Puis déclara calmement. Je vais assurer le contrôle, temporairement. Temporairement. Le mot resta en suspens. Mais tout le monde comprit. Personne ne protesta. Parce que le pouvoir n'attend pas. Il avance. Et ceux qui hésitent sont laissés derrière. En quelques heures, des notes internes furent envoyées. Des réunions planifiées. Des contrats réexaminés. Le contrôle changea de main. Et pourtant, personne ne posa la question la plus importante. Et s'il était encore en vie? Parce que croire cela impliquait d'agir. Et agir comporte des risques. Pendant ce temps, loin des tours de verre et des bureaux luxueux, Musa était allongé dans une petite clinique. Un endroit que personne d'important ne remarquerait jamais. Vivant. À peine. Mais vivant. Au siège, Sadu agissait efficacement. Appel aux investisseurs. Rassurer les partenaires. Voix calme. Autorité maîtrisée. Il y a eu un incident, mais l'entreprise reste stable. Sa voix ne tremblait jamais. Parce que le pouvoir, c'est aussi une question de perception. Mais derrière ce calme, quelque chose d'autre apparaissait. Une urgence. Une inquiétude. Le soir venu, Sadu était seul dans son bureau. Lumière tamisée. La ville brillait derrière les vitres. Il prit son téléphone. Compusa un numéro. Vous avez trouvé quelque chose? Silence. Puis une voix répondit. Aucun corps. La mâchoire de Sadu se crispa légèrement. Comment ça, aucun corps? On l'a laissé là où vous avez dit. Mais au matin, il avait disparu. Le silence envahit la pièce. Lourd. Inconfortable. Disparu. Répéta Sadu lentement. Oui. Quelqu'un a vu quelque chose. Non. Rien. Sadu se leva brusquement. Son calme se fissura légèrement. Ce n'est pas possible. Il ne respirait plus. C'est ce qu'on pensait. Pensait. Pas une certitude. Sadu raccrocha sans un mot de plus. Il resta immobile un instant. Puis se tourna vers la fenêtre. Mais cette fois, il ne regardait plus la ville. Il réfléchissait. Calculait. Si Musa était en vie, tout changeait. Le plan. Le pouvoir. Le contrôle. Tout. Ses doigts se crispèrent contre la vitre. Non, murmura-t-il. Il est mort. Il doit l'être. Mais le doute était déjà là. Et le doute est dangereux. Pendant ce temps, à la clinique, le contraste était total. Ibrahima était assis près du lit. Le menton posé sur ses genoux. Le silence n'était pas paisible. C'était le silence de l'épuisement. La respiration de Musa était plus stable. Toujours faible. Mais régulière. Son corps ne luttait plus aussi violemment. Le docteur Aïcha consulta ses notes. Il s'améliore, mais lentement. Ibrahima hocha la tête. Lentement, c'était bien. Lentement voulait dire avancer. Est-ce qu'il se souviendra de tout? Demanda-t-il. Le docteur Aïcha hésita. Je ne sais pas. Le traumatisme, le poison. Ça peut affecter la mémoire. Ibrahima regarda Musa de nouveau. Et s'il ne se souvient pas de qui il est? Le docteur Aïcha suivit son regard. Alors on l'aidera à s'en souvenir, dit-elle. Simple.
Mais pas facile. Ibrahima se pencha légèrement. Monsieur, murmura-t-il. Musa n'ouvrit pas les yeux. Mais ses doigts bougèrent légèrement. Une réponse. Petite, mais réelle. Je suis toujours là, dit Ibrahima doucement. Je ne suis pas parti. Parce que partir, c'était quelque chose qu'il connaissait trop bien. Et quelque chose qu'il refusait de refaire. Cette nuit-là, Musa dériva entre conscience et obscurité. Des fragments de mémoire apparurent. Des voix. Des lumières. Une table. Un verre. Sadu. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Même dans son sommeil. Même dans sa faiblesse. Quelque chose en lui essayait de revenir. De rassembler la vérité. Et quelque part, loin de là, l'homme responsable était assis dans une tour de verre. Essayant de l'enterrer. Deux mondes avançaient l'un vers l'autre. Sans savoir à quel point ils étaient déjà proches. Et au centre de tout cela, un garçon qui n'avait rien, était devenu la seule chose, se tenant entre la vérité et le silence. Parce que pendant que les hommes puissants faisaient des plans, que les entreprises changeaient de main, et que les mensonges se répandaient dans la ville, une seule vérité demeurait. Musa Diabaté n'était pas mort. Et quand la vérité éclaterait, elle ne viendrait pas doucement. Elle briserait tout. Y compris l'homme qui pensait avoir déjà gagné. La clinique ne pouvait plus le cacher. Au 3e jour, la réalité commença à se refermer sur eux. Pas comme un choc brutal, mais comme une pression lente. Inévitable. Les médicaments diminuaient. La perfusion avait déjà été changée 2 fois. Et ce qu'il fallait pour traiter correctement le poison n'existait pas dans cette clinique. Le docteur Aïcha se tenait près de la fenêtre, relisant ses notes. Encore. Et encore. Pas parce que quelque chose avait changé, mais parce qu'elle cherchait une solution, qui n'existait pas. Il est stable, murmura-t-elle. Puis elle s'arrêta. Mais ça ne suffit pas. De l'autre côté de la pièce, Ibrahima était assis contre le mur. Comme toujours. Observer. Attendre. Rester. Et si on le garde ici? Demanda-t-il. Le docteur Aïcha ne répondit pas tout de suite. Parce qu'elle ne voulait pas dire la vérité. Finalement, elle parla. Il pourrait survivre, pendant un moment. Des mots prudents. Mais incomplets. Ibrahima comprit. Et après? Le docteur ferma son carnet. Son corps finira par lâcher. Le silence tomba. Lourd. Inévitable. Ibrahima regarda ses mains. Toujours petites. Toujours vides. Je vais trouver de l'argent, dit-il encore. Mais cette fois, ce n'était plus de l'espoir. C'était du désespoir. Le docteur Aïcha se tourna vers lui. Tu as déjà fait plus que n'importe qui. Ça ne veut pas dire que j'arrête. La simplicité de sa réponse resta suspendue. Parce que ce n'était ni logique, ni un devoir, ni une attente. C'était un choix. Cet après-midi-là, la décision fut prise pour eux. Un homme entra dans la clinique. Pas un patient. Pas un visiteur. Quelqu'un d'autre. Une chemise simple. Mais des chaussures trop propres. Ses yeux parcouraient la pièce. Calculaient. Évaluaient. Il s'approcha du comptoir. Je cherche quelqu'un. L'infirmière fronça légèrement les sourcils. Soyez plus précis. Il esquissa un léger sourire. Un homme amené ici il y a quelques jours. Inconscient. Blessé. L'infirmière hésita. Parce que c'était trop précis. Ibrahima le sentit immédiatement. Son corps se tendit. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi? Demanda l'infirmière. Je suis un ami. Le mot sonna faux. Le docteur Aïcha s'avança. Nous ne donnons pas d'informations sur nos patients. Le sourire de l'homme disparut légèrement. Bien sûr, mais c'est important. Son regard glissa brièvement vers la salle du fond. Vers Musa. Ibrahima se leva lentement. Son cœur battait fort. Pas de peur. D'instinct. Du danger. L'homme le remarqua. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, quelque chose passa entre eux. Pas une reconnaissance. Mais une intention. L'homme sourit à nouveau. Plus doucement. Comment tu t'appelles? Ibrahima ne répondit pas. C'est toi qui l'as amené ici. Silence.
Le docteur Aïcha intervint. Ça suffit. Vous devez partir. L'homme soupira légèrement. Puis sortit une enveloppe de sa poche. La posa sur le comptoir. Pour votre dérangement. L'infirmière regarda. De l'argent. Beaucoup. Dites-moi juste où il est, ajouta-t-il calmement. La pièce retint son souffle. La poitrine d'Ibrahima se serra. C'était comme ça que des gens comme lui perdaient. Pas par la force. Mais par le besoin. Le docteur Aïcha regarda l'enveloppe. Puis l'homme. Puis Ibrahima. Un long silence. Puis, elle repoussa l'enveloppe. On ne vend pas des vies ici. Le visage de l'homme changea. Pas de colère. Pas de surprise. Juste, plus froid. Faites attention, dit-il doucement. Faire ce qui est juste, a parfois des conséquences. Puis il partit. La porte se referma. Silence. Ibrahima expira lentement. C'était qui? Le docteur Aïcha ne répondit pas tout de suite. Parce qu'elle ne savait pas. Mais elle comprenait assez. Il le cherche. Pas une supposition. Un fait. L'estomac d'Ibrahima se noua. Ils veulent lui faire du mal. Le docteur Aïcha le regarda. Oui. Le mot tomba lourdement. Soudain. La clinique ne semblait plus sûre. Cette nuit-là, tout changea encore. Ibrahima ne dormit pas du tout. Pas une seconde. Il resta près du lit. Pas au fond de la pièce. Pas contre le mur. Juste à côté de lui. À surveiller. À écouter. À attendre. Chaque bruit semblait plus fort. Chaque ombre plus sombre. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une question de protection. Vers minuit, Musa bougea. Plus que d'habitude. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Plus clairs. Plus conscients. Il regarda autour de lui. Confusion. Reconnaissance. Peur. Puis, il vit Ibrahima. Toi, murmura-t-il. Ibrahima se pencha immédiatement. Je suis là. Tu es en sécurité. La respiration de Musa s'accéléra légèrement. Non, dit-il faiblement. Je ne le suis pas. Un frisson parcourut la pièce. Ils vont venir, continua-t-il. Ils ne s'arrêteront pas. Le docteur Aïcha s'approcha. Qui? Les yeux de Musa vacillèrent. Cherchant. Luttant. Puis, Sadu. L'air sembla changer. Parce que maintenant, le danger avait un visage. Ibrahima regarda Musa. Puis la porte. Et à cet instant, quelque chose en lui changea encore. Ce n'était plus seulement une question de sauver une vie. C'était une question de la protéger. Et pour la première fois, Ibrahima comprit quelque chose clairement. Il ne faisait plus seulement partie de cette histoire. Il était dedans. Et partir n'était plus une option. Le matin arriva avec une tension différente. Pas l'incertitude calme des jours précédents. Mais quelque chose de plus aigu. Plus éveillé. Comme si l'air lui-même avait changé après que Musa ait prononcé ce nom. Sadu. Désormais, le danger n'était plus invisible. Il avait une direction. Et cela rendait tout plus urgent. Ibrahima n'avait presque pas bougé du lit. Même quand l'infirmière lui demandait de s'écarter. Même quand le docteur Aïcha essayait de le convaincre de se reposer. Il restait là. À portée. Ses yeux passant sans cesse de Musa à la porte. Parce qu'il comprenait maintenant quelque chose. Sauver quelqu'un une fois ne suffisait pas. Il fallait continuer à le sauver. Musa était réveillé plus longtemps cette fois. Pas totalement fort. Pas totalement lucide. Mais présent. Son regard suivait les mouvements. Sa respiration était plus stable. Son corps revenait lentement de la limite. Le docteur Aïcha ajusta sa perfusion. Vous devez économiser vos forces, dit-elle. Parler trop pourrait aggraver votre état. Musa acquiesça légèrement. Mais son regard revint vers Ibrahima. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Une recherche. Tu es resté, dit Musa doucement. Sa voix était encore faible, mais plus solide qu'avant. Ibrahima haussa les épaules. J'avais dit que je resterais. Musa l'observa un moment. Tu ne me connais pas. Ibrahima secoua la tête. Non. Mais je sais que tu étais vivant. Encore cette même réponse. Simple. Sans détour. Inébranlable.
Musa expira lentement. Comme si cette réponse pesait plus lourd que tout ce qu'il avait entendu depuis longtemps. Tu ne devrais pas être ici, dit-il. Ils vont revenir. Je sais, répondit Ibrahima. Musa fronça légèrement les sourcils. Et tu restes quand même. Ibrahima ne hésita pas. Oui. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein. Plein de quelque chose que Musa n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une loyauté qui ne s'achète pas. Qui ne se mérite pas par le pouvoir. Qui est simplement donnée. Des fragments de mémoire continuaient de revenir. Pas d'un coup. Pas clairement. Mais suffisamment. Le dîner. Le verre. L'amertume. Le visage de Sadu. Sa voix. Tu n'étais pas le seul à vouloir ça. La mâchoire de Musa se serra légèrement. Même allongé dans ce lit. Même brisé. La vérité recommençait à se reconstruire en lui. Il pense que je suis mort, dit-il doucement. Le docteur Aïcha le regarda. C'est ce qu'ils veulent, répondit-elle. Musa ferma brièvement les yeux. Puis les rouvrit. Plus clair. Ça nous donne du temps, dit-il. Du temps pourquoi? Demanda-t-elle. Musa regarda le plafond. Puis Ibrahima. Puis de nouveau devant lui. Pour tout reprendre. Ces mots ne ressemblaient pas à une menace. Mais à un plan. Pendant ce temps, à travers la ville. Sadu Traoré perdait patience. Son bureau ne ressemblait plus à une victoire. Mais à une incertitude. Il restait debout derrière son bureau, fixant un dossier qu'il ne lisait plus. Son téléphone vibra encore. Un autre appel. Une autre question. Un autre investisseur. Oui, répondit-il. Il y a des rumeurs, dit la voix. Quelles rumeurs? Que le chef Musa pourrait être encore en vie. Silence. Qui a dit ça? Demanda Sadu. Rien de confirmé. Juste des bruits. Des bruits de rue. L'expression de Sadu se durcit. Parce que les rues n'inventaient pas ce genre d'histoire sans raison. Trouvez d'où ça vient, ordonna-t-il. Puis il raccrocha. Il resta immobile. En train de réfléchir. De calculer. Si Musa était vivant. Tout devenait fragile. Tout ce qu'il avait pris pouvait lui être repris. Sa main se crispa. Non, murmura-t-il. Je ne laisserai pas ça arriver. Retour à la clinique. L'atmosphère était devenue plus petite. Plus concentrée. Plus dangereuse. Le docteur Aïcha rassembla quelques fournitures. Nous devons le déplacer, dit-elle. Ibrahima leva les yeux. Le déplacer où? Dans un vrai hôpital. Avec l'argent qu'on n'a pas. Silence. Oui, répondit-elle finalement. Parce que rester ici n'était plus sûr. Musa bougea légèrement. Sa voix était plus stable. Il y a un téléphone, dit-il. Le docteur Aïcha se pencha. Où? Dans ma veste. Ibrahima fouilla immédiatement. Il trouva un petit téléphone coûteux. Caché dans la doublure. Donne-le-moi, dit Musa. Sa main tremblait. Mais il le prit. Puis il composa un numéro. Le téléphone sonna. Une fois. 2 fois. 3 fois. Puis une voix répondit. Allô? Kaham, dit Musa. Silence. Puis. Chef. Je suis vivant, dit Musa. Le changement fut immédiat. Où êtes-vous? Demanda la voix. Musa regarda le docteur Aïcha. Puis répondit doucement. Je vais envoyer la localisation. Reste là. Pause. J'arrive. L'appel se coupa. Ibrahima le fixa. Tu as des gens? Musa sourit faiblement pour la première fois. Fatigué. Mais réel. Oui, dit-il. J'en ai. L'espoir revint. Mais il n'était plus fragile. Il était réel. Cependant, le danger n'avait pas disparu. Il avait simplement changé de forme. Parce que maintenant, plus de gens savaient. Et dans une ville où le pouvoir circule vite, ce savoir ne reste jamais en place. Ibrahima s'approcha. Ils vont t'aider? Musa le regarda. Oui. Puis il ajouta, plus doucement. Mais ils ne comprendront pas ce que tu as fait. Ibrahima fronça les sourcils. Je n'ai rien fait de spécial. Musa secoua la tête.
Tu as sauvé un homme que le monde avait déjà enterré, dit-il. Et à cet instant, le poids de tout ce qui venait de se passer commença à s'installer. Pas seulement pour Musa, mais pour Ibrahima aussi. Parce que l'histoire n'était plus une question de survie. Elle était devenue une affaire de vérité, de pouvoir. Et de tout ce qui allait entrer en collision. Et quelque part dans la ville, un homme qui pensait avoir déjà gagné allait bientôt comprendre une chose. Le jeu n'avait jamais pris fin. L'appel avait tout changé. Pas immédiatement. Pas bruyamment. Mais d'une manière silencieuse, qui déplaçait tout l'équilibre de l'histoire. De la survie à la stratégie. À l'intérieur de la clinique, rien n'avait changé en apparence. Les murs abîmés. La lumière faible. Le même rythme lent des allées et venues. Mais sous cette immobilité, quelque chose s'était réveillé. Musa Diabaté n'était plus seulement un homme qui essayait de survivre. Il redevenait un homme qui commençait à se souvenir. Ses yeux s'ouvraient plus souvent maintenant. Restaient ouverts plus longtemps. Plus concentrés. À chaque heure, quelque chose revenait. Un détail. Un visage. Une voix. Et avec chaque souvenir, la vérité devenait plus claire. Je lui faisais confiance, dit Musa doucement. Ibrahima était assis près du lit, à l'écouter. Pas parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il voulait comprendre. Qui ? Demanda-t-il. Musa expira lentement. Le nom semblait plus lourd maintenant. Plus réel. Plus dangereux. Sadu, dit-il. Il n'était pas juste un partenaire, continua Musa. Il faisait partie de tout. Tous les contrats. Toutes les décisions. Toute l'expansion. Le docteur Aïcha, debout non loin, croisa les bras. Et il a essayé de te tuer, dit-elle. Musa ne répondit pas tout de suite. Parce que cette vérité avait encore besoin de place. Puis il dit simplement. Oui. Dans toute la ville, Sadu Traoré perdait le contrôle du récit. Les rumeurs n'avaient pas cessé. Elles s'étaient propagées. Des marchés aux bureaux. Des bureaux aux investisseurs. Pas de confirmation. Mais pas de silence non plus. Et dans le monde des affaires, l'incertitude est pire que les mauvaises nouvelles. Sadu marchait dans son bureau. Son calme commençait à se fissurer. Ils n'ont rien trouvé, dit son assistant prudemment. Aucun dossier d'hôpital. Aucun rapport de police. Sadu s'arrêta. Alors où est-il ? Demanda-t-il sèchement. L'assistant hésita. Je ne sais pas. Sadu se tourna lentement. Son regard était froid. Trouvez-le, dit-il. Pas avec colère. Pas avec émotion. Mais avec quelque chose de plus dangereux. La certitude. Retour à la clinique. Le temps devenait court. Le docteur Aïcha réexamina Musa. Il s'améliore, dit-elle. Mais pas assez vite. Ibrahima leva les yeux. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne peut plus le garder ici longtemps. Musa bougea légèrement. Je dois partir avant qu'il me trouve, dit-il. Le docteur fronça les sourcils. Tu tiens à peine debout. Je n'ai pas besoin de me tenir debout, répondit-il. J'ai besoin de bouger. Ibrahima se pencha. C'était qui, cet homme hier ? Musa le regarda. Quel homme ? Celui qui te cherchait. Il disait être ton ami. Le visage de Musa changea immédiatement. Il ne l'était pas, dit-il. Ils ont commencé à chercher, ajouta-t-il. Le docteur Aïcha soupira. Alors on n'a plus de temps. À travers la ville, des hommes commençaient à bouger. Des voitures s'arrêtaient là où elles n'auraient pas dû. Des regards observaient. Parce que le pouvoir ne patiente pas. Il traque. Dans la clinique, il fallait décider. Musa regarda le docteur Aïcha. Tu peux encore garder ça secret un peu. Elle hésita. Puis acquiesça. Pour l'instant. Il se tourna vers Ibrahima. Tu as dit que tu trouverais une solution. Ibrahima se redressa. Je vais la trouver. Musa l'observa. Tu l'as déjà fait. Je n'ai rien fait de spécial, répondit Ibrahima. Musa secoua la tête. Non, dit-il. Tu as choisi. Et ça change tout. Un silence suivit. Puis Musa reprit. Quand mes hommes arriveront, tout ira très vite.
Ibrahima fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde que tu connais n'est pas le seul. Ibrahima ne comprenait pas entièrement. Mais il sentait le changement. Quelque chose de petit, qui devenait plus grand. Plus tard dans l'après-midi, une voiture s'arrêta devant la clinique. Noire, propre, étrangère. Ibrahima la vit immédiatement. Son corps se tendit. Quelqu'un est là, dit-il. Le docteur Aïcha s'approcha de la fenêtre. Ce ne sont pas des patients, dit-elle. La porte s'ouvrit. Des pas entrèrent. Mesurés. Contrôlés. Un homme apparut. Grand. Soigné. Alerte. Il regarda la pièce. Je cherche le chef Musa Diabaté, dit-il. Le silence tomba. Tout s'arrêta. Ibrahima sentit son cœur battre violemment. C'était le moment. Tout allait changer. L'homme resta dans l'entrée. Son attitude changeait l'air de la pièce. Il n'était pas du même monde. Un monde proche de celui de Musa. Je cherche le chef Musa Diabaté, répéta-t-il. Personne ne répondit. Le docteur Aïcha s'avança. C'est une clinique, nous ne. Je sais, interrompit-il calmement. Son regard traversa la pièce. Cherchant. Puis il s'arrêta sur Ibrahima. Un échange silencieux. Reconnaissance. Pas d'identité. Mais d'importance. C'est toi qui as appelé, dit l'homme. Ibrahima ne répondit pas. Mais son silence confirma. L'homme expira. Où est-il? Le docteur Aïcha se méfia. Qui êtes-vous? L'homme sortit une carte. Je m'appelle Kaam Mensa, dit-il. Je travaille pour lui. Le nom resta suspendu. Dans la pièce arrière, Musa ouvrit les yeux. Faites-le entrer, dit-il faiblement. L'homme entra. Et s'arrêta. Parce qu'il le vit. Musa. Vivant. Tu es vivant, souffla-t-il. Ce n'était pas une question. C'était une certitude. Musa hocha légèrement la tête. Je t'avais dit que je survivrais à pire que ça, murmura-t-il. Un léger sourire apparut sur le visage de Kaam. Tu fais toujours ça, répondit-il. Ibrahima observait. Le monde venait de changer encore. Mais dans ce regard, il n'y avait ni menace, ni danger. Seulement de la loyauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Kaam. Le regard de Musa se durcit. Sadu, dit-il. Le visage de Kaam changea immédiatement. Je m'en doutais, répondit-il. Le silence qui suivit était lourd. Musa secoua la tête. Tu as sauvé un homme que le monde avait déjà enterré, dit-il. Et à cet instant, le poids de ce qui venait de se passer commença à s'installer. Pas seulement pour Musa, mais aussi pour Ibrahima. Parce que l'histoire ne concernait plus la survie. Elle concernait la vérité, le pouvoir, et tout ce qui allait bientôt entrer en collision. Et quelque part dans la ville, un homme qui pensait avoir déjà gagné était sur le point de comprendre une chose. Le jeu n'avait jamais pris fin. L'appel avait tout changé. Pas immédiatement. Pas avec du bruit. Mais d'une manière silencieuse, presque invisible, qui déplaçait l'équilibre entier de l'histoire. De la survie vers la stratégie. Dans la clinique, rien n'avait changé en apparence. Les mêmes murs écaillés. Les mêmes lumières faibles. Le même rythme calme des patients qui entraient et sortaient. Mais sous cette tranquillité, quelque chose venait de s'éveiller. Musa Diabaté n'était plus seulement un homme qui se battait pour vivre. Il redevenait un homme qui commençait à se souvenir. Ses yeux s'ouvraient plus souvent maintenant. Il restait ouvert plus longtemps. Il se concentrait mieux. Chaque heure ramenait quelque chose. Un détail. Un visage. Une voix. Et avec chaque souvenir, la vérité devenait plus nette. Je lui faisais confiance, dit Musa doucement. Ibrahima était assis près du lit, à l'écouter. Pas parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il voulait comprendre. Qui? Demanda-t-il. Musa expira lentement. Le nom lui semblait désormais plus lourd. Plus réel. Plus dangereux. Ce n'était pas juste un partenaire, continua Musa. Il faisait partie de tout. Chaque accord, chaque expansion, chaque décision. Le docteur Aïcha se tenait près de lui, les bras croisés.
Et il a essayé de vous tuer, dit-elle. Musa ne répondit pas tout de suite. Parce que cette vérité avait encore besoin de place pour exister. Puis il dit simplement. Oui. À travers la ville, Sadhu Traoré perdait le contrôle du récit. Les rumeurs ne s'étaient pas arrêtées. Elles avaient grandi. Des marchés aux bureaux. Des bureaux aux investisseurs. Pas de confirmation. Mais pas de silence non plus. Et dans les affaires, l'incertitude est pire que la mauvaise nouvelle. Sadhu marchait lentement dans son bureau. Son calme habituel commençait à se fissurer. Nous n'avons rien trouvé, dit son assistant prudemment. Aucun dossier d'hôpital. Aucun rapport de police. Alors où est-il ? Demanda Sadhu sèchement. L'assistant hésita. Je ne sais pas. Sadhu s'arrêta. Se tourna lentement. Trouvez-le, dit-il. Pas avec colère. Pas avec émotion. Mais avec quelque chose de bien plus dangereux. La certitude. De retour à la clinique, le temps semblait s'accélérer. Le docteur Aïcha réexamina Musa. Il s'améliore, dit-elle. Mais pas assez vite. Ibrahima releva la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas le garder ici longtemps, répondit-elle. Car désormais, ce n'était plus seulement une question médicale. C'était une question de sécurité. Musa bougea légèrement. Sa force revenait par petites vagues. Je dois partir avant qu'il ne me trouve, dit-il. Vous ne pouvez même pas tenir debout, répondit le docteur Aïcha. Je n'ai pas besoin de me tenir debout, dit-il. J'ai besoin de bouger. Ibrahima se pencha. Qui était cet homme hier ? Celui qui posait des questions sur vous ? Le regard de Musa se durcit. Quel homme ? Il disait qu'il était votre ami, répondit Ibrahima. Il ne l'était pas, dit Musa immédiatement. Pas une supposition. Une certitude. Ils ont commencé à me chercher, ajouta-t-il doucement. Dehors, la ville continuait comme si de rien n'était. Mais quelque part, les mouvements avaient commencé. Des hommes posant des questions. Des voitures arrêtées au mauvais endroit. Des regards qui observent. Le pouvoir n'attend jamais. Il traque. Dans la clinique, il fallait un plan. Pas parfait. Pas sûr. Mais possible. Pouvez-vous garder tout ça secret encore un peu ? Demanda Musa. Le docteur hésita. Puis acquiesça. Pour l'instant. Il se tourna vers Ibrahima. Tu as dit que tu trouverais une solution, dit Musa. Ibrahima se redressa. Je vais le faire. Musa le regarda longuement. Tu l'as déjà fait, dit-il. Ibrahima secoua la tête. J'ai juste aidé. Musa répondit doucement. Non. Tu as choisi. Et ça change tout. Un silence suivit. Puis Musa reprit. Quand mes hommes arriveront, tout ira très vite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Ibrahima. Ça veut dire que le monde que tu connais n'est pas le seul, dit Musa. Ibrahima ne comprenait pas totalement. Mais il sentait le changement. Plus tard dans l'après-midi, une voiture s'arrêta devant la clinique. Noire. Propre. Inconnue. Ibrahima la remarqua immédiatement. Quelqu'un est là, dit-il. Le docteur regarda par la fenêtre. Ce ne sont pas des patients, dit-elle. La porte s'ouvrit. Des pas entrèrent. Mesurés. Contrôlés. Un homme apparut. Grand. Bien habillé. Attentif. Je cherche le chef Musa Diabète, dit-il. Silence. Dans le fond, Ibrahima sentit son cœur s'accélérer. Tout allait changer. L'homme répéta. Je cherche le chef Musa Diabète. Le docteur Aïcha répondit. C'est une clinique, nous ne. Je sais ce que c'est, interrompit l'homme calmement. Ses yeux cherchèrent. Puis s'arrêtèrent sur Ibrahima. Un échange silencieux. Reconnaissance. Pas d'identité. Mais d'importance. C'est toi qui as appelé, dit l'homme. Ibrahima ne répondit pas. Mais son silence confirma. Je m'appelle Kaam Mensa, dit-il. Je travaille pour lui. Le nom resta suspendu dans l'air.
Dans la pièce arrière, les yeux de Musa s'ouvrirent. « Laissez-le entrer, dit-il faiblement. Kaam se figea. Puis murmura. « Chef !» Il entra. Et vit Musa. Vivante. « Vous êtes en vie, dit-il. Musa acquiesça légèrement. « Je t'avais dit que je survivrais à pire. » Kaam sourit à peine. « Vous le faites toujours. » L'atmosphère changea encore. « Que s'est-il passé ?» demanda Kaam. Le regard de Musa se durcit. « Sadu, dit-il. » Le silence devint lourd. « Je m'en doutais, » répondit Kaam. Puis Musa reprit. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Kaam hocha la tête. « Ils sont venus au bureau ce matin. » Le docteur Aïcha croisa les bras. « Il lui faut un vrai hôpital. Et de la sécurité. » « On peut organiser les deux, » dit Kaam calmement. Ibrahima sentit quelque chose basculer en lui. Tout ce qui semblait impossible devenait soudain possible. « Qui est-il » demanda Kaam en désignant Ibrahima. Musa le regarda. Silence. « C'est la raison pour laquelle je suis encore en vie, » dit-il. Le poids de ces mots tomba dans la pièce. Kaam regarda Ibrahima différemment. « Tu l'as amené ici » demanda-t-il. Ibrahima acquiesça. « Alors je te dois plus que je ne peux dire » répondit Kaam. « Je n'ai rien fait pour ça » dit Ibrahima. Kaam sourit légèrement. « Je sais. C'est pour ça que ça compte. » Dehors, 2 voitures s'étaient arrêtées plus loin dans la rue. Des observateurs. Le temps s'épuisait. « Il faut partir maintenant » dit Kaam. Le plan se forma rapidement. Ibrahima hésita. « Est-ce que je peux venir ?» Le silence suivit. Puis Musa répondit. « Oui. » Et ce simple mot changea tout. Quelques minutes plus tard, la clinique n'était plus un refuge. C'était un point de départ. Et dehors, dans la ville, la chasse avait déjà commencé. Et la collision était inévitable. Dès qu'ils sortirent, tout changea. La rue était différente. Ouverte. Exposée. Sans protection. Kaam avançait en premier. Ses yeux analysaient tout. « Reste près de moi » dit-il à Ibrahima. Ibrahima hocha la tête. 2 hommes sortirent d'un SUV noir. Ils n'avaient pas l'air ordinaire. Ils s'approchaient. « Arrêtez-vous » cria l'un d'eux. La tension monta. Les gens regardaient. « Bougez plus vite » dit Kaam. Ils transportèrent Musa vers le véhicule. « Stop » cria encore une voix. Ibrahima vit les hommes approcher. Et sans réfléchir, il s'avança. « Laissez-le tranquille » cria-t-il. Silence. Les hommes le regardèrent. Amusés. « Un enfant » dit l'un. « Bouge » dit l'autre. Mais Ibrahima resta. « Vous ne pouvez pas le prendre » dit-il. Derrière lui. « Ça suffit » dit Kaam. La sécurité se mit en position. Puis un son. Des sirènes. Les hommes hésitèrent. « On part » dit Kaam. La voiture démarra. Et ils partirent. Mais derrière eux, rien n'était terminé. Ils venaient seulement de changer de camp. Et maintenant, la vraie histoire commençait. Le véhicule roula vite dans la ville. Ibrahima tremblait. « Qu'est-ce qui vient de se passer » demanda-t-il. Kaam répondit. « Tu as choisi un camp. » Et ce choix ne pouvait plus être effacé. Dans le silence du véhicule, Musa ouvrit légèrement les yeux. « Tu t'es mis devant eux » dit-il. Ibrahima haussa les épaules. « J'ai juste réagi. » Musa murmura. « C'est pour ça que ça compte. » Et derrière eux, la ville continuait. Mais quelque chose avait déjà basculé. Et maintenant, la vérité avançait. Sans retour possible. L'hôpital où ils arrivèrent n'avait rien à voir avec la clinique. Tout était différent. Des portes automatiques. Des gardes. Du silence. Un lieu où la vie n'était pas seulement sauvée. Elle était protégée.
L'SUV s'arrêta brusquement à l'entrée des urgences. Avant même que le moteur ne s'éteigne complètement, les portes s'ouvrirent. « Bougez », ordonna Caham. Le personnel médical était déjà en attente. Pas par hasard. Par préparation. 2 infirmiers s'élancèrent avec un brancard adapté. Une équipe suivait, avec le matériel médical prêt. Aucune hésitation, aucune question. Parce qu'au moment où Caham avait passé cet appel, tout avait déjà été mis en mouvement. « Faites attention, son état est instable », dit le docteur Aïcha pendant qu'il transférait Musa. Un médecin senior acquiesça. « Nous avons été briefés. » Ces mots semblaient simples, mais ils disaient tout. Musa n'était plus seulement un patient. Il était une priorité. À l'intérieur, tout s'accéléra. Lumière vive. Voix contrôlée. Gestes précis. Des machines remplacées par d'autres machines, plus modernes, plus efficaces. Les examens commencèrent immédiatement, analyse sanguine, scanner, monitoring. Le toxique fut identifié rapidement. Pas courant. Pas accidentel. Délibéré. Le docteur Aïcha resta légèrement en retrait. Elle regardait. Elle ne dirigeait plus. Elle avait fait sa part. La suite appartenait à un autre monde. Ibrahima était figé près de la porte. Il n'avait jamais vu ça. La vitesse. L'organisation. L'attention. Les gens bougeaient pour Musa. Ils obéissaient. Ils travaillaient pour lui. Pas parce qu'ils le connaissaient, mais parce qu'ils savaient qui il était. La réalisation s'installa lentement dans l'esprit d'Ibrahima. Cet homme était important. Beaucoup plus important qu'il ne l'avait imaginé. Les heures passèrent. Longues. Tendues. Incertaines. Ibrahima était assis sur une chaise devant la salle de soins. Les pieds à peine au sol. Les yeux fixés sur la porte fermée. Caham était près de lui. Silencieux. Il attendait. Enfin, la porte s'ouvrit. Un médecin sortit. Calme. Âgé. Caham s'avança immédiatement. Comment il va? Le médecin retira ses gants. Il va vivre. Les mots tombèrent comme une libération. La tension se brisa. Ibrahima expira profondément. Ses épaules s'abaissèrent. Mais le médecin continua. Ce n'était pas un accident. Le silence revint. Je le sais, répondit Caham. Le toxique est avancé. Quelqu'un a planifié ça soigneusement. Plus de doute. Dans la chambre, Musa ouvrit enfin les yeux complètement. Clair. Focalisé. Présent. Tu es en sécurité, dit Caham. Musa le regarda. Je ne suis pas mort, répondit-il doucement. Un léger sourire apparut. C'est suffisant pour l'instant. Son regard se tourna vers la porte. Vers Ibrahima. Viens ici, dit-il. Ibrahima hésita. Puis entra lentement. Tout semblait plus grand. La pièce. Les machines. L'homme dans le lit. Mais quand il arriva près de lui, quelque chose resta identique. Le lien. Musa l'observa longuement. Tu es resté, dit-il encore. Ibrahima hocha la tête. Je t'avais dit que je resterais. Tu m'as sauvé la vie, dit Musa. Les mots étaient simples. Vrai. Ibrahima baissa les yeux. Je ne suis pas parti, répondit-il. Musa secoua la tête. C'est ça la différence. Un silence s'installa. Puis Musa se tourna vers Caham. Il est temps, dit-il. Caham comprit immédiatement. Tu n'es pas prêt, répondit-il. Le regard de Musa se durcit. Je ne l'ai jamais été autant. Plus tard ce soir-là, une annonce publique fut faite. Au siège de Diabet Logistique. Une conférence de presse avait déjà commencé. Sadou Traoré se tenait à la tribune. Calme. Contrôlé. Confiant. Dans cette période difficile, nous devons rester concentrés sur la stabilité, dit-il. Les portes s'ouvrirent. Pas violemment. Mais assez pour interrompre. Tous les regards se tournèrent. Le silence s'imposa. Et il entra. Musa Diabet. Vivante. Choc. Incompréhension. Doute.
Les téléphones se levèrent. Les murmures explosèrent. Sadu resta figé une seconde. Juste une. Mais suffisante. Musa avançait lentement. Soutenu légèrement. Mais stable. Vous avez l'air surpris, dit-il. Sadu reprit vite. Chef, vous êtes vivant, dit-il. Musa sourit légèrement. Oui. Silence. Puis Musa parla à la salle. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Et à cet instant, la vérité entra dans la lumière. La salle retint son souffle. Les caméras s'arrêtèrent. Les journalistes cessèrent d'écrire. Musa n'était pas censé être là. Et pourtant il était debout. Chef, dit Sadu avec un sourire forcé. C'est inattendu. Vraiment? Répondit Musa calmement. Le malaise grandit. Je m'excuse pour la confusion, dit Musa. Mais je n'ai pas pu vous informer. Sadu intervint. Nous pensions à un accident. Ce n'était pas un accident, coupa Musa. Silence lourd. J'ai été empoisonné, dit-il. Le choc traversa la salle. Sadu resta immobile. C'est une accusation grave, dit-il. Musa acquiesça. Oui. Il leva une tablette. Rapports médicaux. Analyse. Preuves. La salle bascula. Ce n'était plus une supposition. C'était une preuve. Sadu tenta encore. Même si c'était vrai. Cela explique tout, répondit Musa. La seule personne qui connaissait mon déplacement cette nuit-là. Pause. C'était vous. Explosion dans la salle. Murmure. Panique. Sadu perdit légèrement son calme. Vous faites une erreur, dit-il. Musa secoua la tête. Non. J'en ai survécu une. Le silence changea de nature. La sécurité s'avança. Préparé. Coordonné. La police suivit. Sadu regarda autour de lui, cherchant une issue. Mais il n'y en avait plus. Vous pensez que ça s'arrête ici? Demanda-t-il doucement. Musa le fixa. Non, répondit-il. Ça commence ici. Les agents avancèrent. Et pour la première fois, Sadu Traoré n'avait plus aucun contrôle. Quand il fut emmené, la salle explosa. Mais Musa, lui, ne resta pas. Il était déjà ailleurs. Il se retourna et sortit. Parce que ce moment n'était pas pour la foule. C'était pour autre chose. Pour quelqu'un d'autre. Dehors, près de la voiture, Ibrahima attendait. Il n'était pas entré dans le bâtiment. Il n'avait pas vu la confrontation. Mais il l'avait ressenti. Le changement. La fin de quelque chose. Quand Musa sortit, leurs regards se croisèrent immédiatement. Ça va? Demanda Ibrahima. Musa acquiesça. C'est terminé. Il marqua une pause. Puis corrigea doucement. Non, ça vient juste de commencer. Il s'approcha. Et le regarda autrement. Pas comme un inconnu. Pas comme quelqu'un qui avait aidé. Mais comme quelqu'un qui avait tout changé. Tu m'as sauvé la vie, dit Musa. Ibrahima secoua la tête. Je t'ai dit, je n'ai juste pas quitté. Musa sourit légèrement. Et moi je te dis que ça a tout changé. Il le regarda un instant. Puis reprit. J'ai une question pour toi. Ibrahima hocha la tête. Laquelle? Musa marqua une pause. Pas pour créer du suspense. Mais pour donner du poids aux mots. Est-ce que tu veux continuer à survivre? Ou est-ce que tu veux commencer à vivre? La question resta dans l'air. Simple. Mais immense. Ibrahima ne répondit pas tout de suite. Parce que pour la première fois, le futur était réel. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Musa acquiesça. C'est normal. Puis il ajouta. Moi, je sais. Il posa doucement une main sur son épaule. Viens avec moi. Et à cet instant, tout changea. Les semaines passèrent. La ville continua de vivre. Mais l'histoire, elle, ne disparut pas. Elle grandit. Les nouvelles circulèrent.
Les titres apparurent. Un milliardaire déclaré mort réapparaît et révèle une trahison interne. Mais sous les titres, il y avait une autre histoire. Celle d'un garçon. Ibrahima Akon. Il ne dormait plus dans la rue. Il ne marchait plus pieds nus. Il ne disparaissait plus dans le bruit de la ville. Il allait à l'école. Il apprenait. Il mangeait. Il riait. Parfois, il se réveillait tôt. Et regardait encore la rue. Mais il la voyait autrement. Plus comme un lieu où il appartenait. Mais comme un lieu dont il avait survécu. Et Musa avait tenu sa promesse. Pas seulement avec de l'argent. Mais avec sa présence. Avec du respect. Avec de l'attention. Parce que ce qu'Ibrahima lui avait donné ne pouvait pas s'acheter. Un homme qui avait tout perdu avait retrouvé quelque chose de plus grand. Et un garçon qui n'avait rien avait trouvé tout. Tout ça, parce qu'une seule personne avait choisi de ne pas partir. Dans un monde trop pressé pour voir la douleur, trop occupé pour s'arrêter, trop effrayé pour s'impliquer. On croit souvent que la gentillesse ne change rien. Mais cette histoire rappelle une vérité simple. La gentillesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Elle se mesure à ce que tu choisis de faire. Ibrahima n'avait rien. Aucun foyer. Aucun argent. Aucune protection. Et pourtant, il a donné quelque chose que le monde ne peut pas remplacer. Il est resté. Quand les autres partaient. Il a agi. Quand les autres hésitaient. Il a cru qu'une vie comptait encore. Même quand personne n'y croyait. Et à cause de ça, un homme a survécu. Une vérité a été révélée. Et 2 vies ont été transformées à jamais. Alors maintenant, une question. Si tu étais là, est-ce que tu t'arrêterais? Est-ce que tu resterais? Est-ce que tu choisirais de t'en soucier? Dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette histoire et quelle heure il est chez toi en ce moment. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner, car des histoires comme celle-ci nous rappellent qui nous pouvons être.